Bonjour Federico Santopinto. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directeur de recherche à l'IRIS, responsable du programme Europe Stratégie Sécurité. On apprend aujourd'hui que des réunions secrètes ont lieu entre Américains et Russes à Abu Dhabi. C'est là que ça va jouer ? Sans doute, c'est une situation extrêmement confuse pour l'instant parce qu'on a vu le premier plan de Trump de 28 points qui était un peu un copier-coller des exigences russes. Ensuite, la contre-proposition des Européens. Il y aurait un nouveau plan avec 19 ou 18 points. La situation est extrêmement confuse. Difficile de comprendre exactement ce qui est en train de se passer. Cependant, il me paraît évident que Donald Trump a donné un grand coup de pied dans la fourmilière, sans doute pour essayer de bouger des lignes qui étaient figées, parce que le conflit était figé. Et il est très difficile de comprendre ce qui va se passer prochainement. Qu'est-ce qui peut objectivement forcer Vladimir Poutine à accepter un plan de paix différent du sien, donc moins favorable pour lui ? On parlait de Donald Trump parce qu'il est réellement en capacité aujourd'hui de peser sur le président russe. Trump est en capacité de peser, mais il a joué un peu toutes ses cartes pendant la campagne électorale, déjà lors de son réélection, en annonçant qu'il ne voulait plus aider l'Ukraine, qu'il en avait marre de l'Ukraine. Bon, il a changé depuis. Il a changé des positions, puis il est revenu, etc. Mais le problème, c'est que si Trump a laissé comprendre qu'il était lassé par cette guerre, et ça, c'est un avantage pour Poutine, parce que cela veut dire pour lui qu'il peut espérer que les Américains puissent lâcher à un certain moment l'Ukraine, et donc il n'est pas forcément poussé à faire des concessions. Ce qu'il faudrait, c'est qu'il subisse énormément de pression de la part des Américains, des Européens aussi, qui pourraient peut-être faire un peu plus en termes de sanctions et peut-être même en termes d'aide militaire. Faire comprendre à Poutine que s'il ne lâche pas quelque chose, il va y avoir des conséquences, ça va être très dur pour lui. Du côté américain, cette stratégie ils ont une attitude un peu bizarre parce que ils n'ont jamais vraiment mis une forte pression sur les Russes. Ils ont plutôt mis une pression sur les Ukrainiens en laissant comprendre qu'ils auraient pu abandonner l'affaire s'ils s'en lassaient, ce qui forcément ne pousse pas Poutine à faire des concessions. Il faut absolument qu'il soit sous pression. S'il n'est pas sous pression, il ne fera pas de concessions, ça c'est évident. Alors justement, les Européens, vous parliez d'une pression qui devrait être supplémentaire, mise d'une façon un peu plus forte par les Européens, sanctions, aide militaire. Est-ce que ça peut vraiment faire bouger les lignes selon vous ? Ça pourrait faire bouger les lignes si les Américains et les Européens avaient une stratégie ensemble de pression et de négociation. Ce qui ne sera pas le cas. Ce qui n'est malheureusement pas le cas. Il faut dire que dans la gestion diplomatique de cette crise dès le départ, on a vu quand même beaucoup de choses relativement absurdes. Déjà, sous Biden, on a décidé de soutenir l'Ukraine très bien, militairement, économiquement, mais on a fermé les portes à tous les canaux de négociation. Alors que cette aide militaire était quand même limitée, parce qu'on ne voulait pas provoquer excessivement la Russie. On craignait tout de même que la Russie puisse réagir, ou la situation puisse dégénérer. Si on part de ce principe-là, alors il faut forcément ouvrir les canaux de négociation, ce qu'on n'a pas fait sous Biden. Puis Trump est arrivé, il a ouvert les canaux de négociation, mais en s'en prenant aux Ukrainiens, en laissant entendre qu'ils pouvaient les lâcher d'un moment à l'autre. Ce qui ne va de nouveau pas pousser Poutine à faire des concessions. Du coup, cette gestion diplomatique de la guerre, à mon sens, a été complètement absurde. Il aurait fallu soutenir fermement l'Ukraine et tenir tout le temps un canal de négociation ouvert avec la Russie à partir du moment où on était bien conscient que les Ukrainiens n'auraient pas pu récupérer les territoires qu'ils ont déjà perdus. Alors on l'a bien senti dans les différentes déclarations hier, les Européens parlent désormais d'un nouvel élan. Ils ont senti le sentiment d'avoir retrouvé un petit peu d'oxygène après que cette date butoir de jeudi de Thanksgiving ait été d'une certaine manière abandonnée par Donald Trump. Qu'est-ce que ça nous dit du président américain ? Ça nous dit qu'il y avait une phrase intéressante dans un article sur le journal Le Monde aujourd'hui qui disait que la stratégie des Européens avec Donald Trump est de lui parler en dernier. Parce que c'est en lui parlant en dernier qu'on peut le plus l'influencer. C'est très difficile de comprendre ce qu'il va faire. Il a une politique extrêmement erratique. Est-ce qu'il y a une stratégie un peu plus raffinée derrière ? C'est vraiment difficile à dire. Est-ce qu'il temporise parce qu'il sait qu'un accord n'est pas proche ? Je ne suis pas certain. C'est très difficile de se mettre à sa place. On pourrait espérer qu'il essaye de jouer un jeu diplomatique un peu plus subtil, dans le cadre duquel il fait un peu le bon cop, alors que les Européens seraient le bad cop. Et donc, après avoir discuté avec les Russes, il discuterait avec les Européens, il reviendrait vers les Russes en disant, écoutez, les Européens ne sont pas d'accord, il faut que vous fassiez encore un petit effort. On pourrait espérer que c'est sa stratégie. Si c'est le cas, ça pourrait être intéressant. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est important d'avoir donné un coup de pied dans la fourmilière d'une situation qui était complètement figée. C'est important. Mais est-ce qu'il y a vraiment une stratégie sérieuse derrière ces agissements diplomatiques ?
Je ne sais pas. D'où ma prochaine question. Les États-Unis ont assuré vouloir avoir la possibilité d'utiliser les actifs russes gelés, majoritairement détenus, on le sait, dans les pays européens. Fin de non-recevoir de l'UE. Il y croyait vraiment, Donald Trump, pouvoir utiliser ces fonds russes gelés pour la reconstruction de l'Ukraine? Je crois que Macron a quand même dit non et j'espère que les Européens auront la force de lui dire non parce que ces actifs sont gelés principalement en Belgique. Le 90% de ces actifs sont en Belgique. Ce sont les Européens et les Ukrainiens à gérer ces actifs. On a déjà subi pas mal d'humiliations avec les États-Unis dernièrement. Il ne faudrait pas en subir une autre. On a entendu tout à l'heure Volodymyr Zelensky nous parler à nouveau de dignité. C'est un mot qu'il avait utilisé dans son adresse à la nation la semaine dernière. L'Ukraine peut se retrouver devant un choix très difficile, soit la perte de notre dignité, soit la perte d'un partenaire majeur. Elle prend quelle direction l'Ukraine aujourd'hui? Je pense que l'Ukraine va à un certain moment devoir faire des concessions. Ça, on le sait, on l'a bien compris. L'important, c'est que le Russe en fasse aussi. Et l'important, surtout, c'est que les annexions faites par la force, par la Russie, ne soient pas légalement reconnues. On va les accepter de fait, un peu comme dans le conflit en coréen, où vous avez une situation figée. Donc un armistice. Une sorte d'armistice. Ouais. En tout cas, on ne peut pas reconnaître légalement les annexions parce que ce serait compromettre le futur du monde entier. Vous imaginez, si on reconnaît légalement une occupation militaire, une annexion par la force, ce serait ouvrir la boîte de Pandore dans beaucoup d'autres dossiers internationaux. Ce serait de la folie pure. Il ne faut pas le faire. Après, il faut être réaliste en même temps et reconnaître qu'on ne récupérera pas ces territoires et faire comprendre aux Russes qu'il n'y aura plus d'initiative pour essayer de les récupérer. Mais les reconnaître formellement est toute une autre histoire. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Federico Merci à vous. Santo Pinto, d'avoir accepté aujourd'hui l'invitation de France 24.